Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, hein. Merci, d'être toujours aussi nombreux, et de nous faire confiance sur, Planète Food Santé. Et ce soir, ce qui est vraiment bien, dans une actualité agro-agri toujours très chargée, avec, comme vous l'avez vu, monsieur Neal qui va créer, la plus grande école, agricole, d'Europe, je crois. Eh bien, nous allons parler de transparence alimentaire et vous avez ma complice, comme d'habitude, Nathalie, qui fera l'introduction au sujet. Mais ce soir, on accueille Marie-Cécile Damave du think tank Agridé, Caroline Péchery de ScanUp, Alexia Dessir-Sassagne de Just le Fruit et Eric, que j'ai oublié, Eric Colli, qui s'occupe de RSE agroalimentaire, et Emmanuel Audouin du bureau Veritas. Donc, comme je disais, une distanciation croissante des consommateurs envers les grands acteurs du secteur agroalimentaire se traduit par un besoin accru de transparence et d'information, mais aussi d'une recherche de proximité, ce qu'on a pu voir lors des premiers, deuxième et peut-être troisième confinements, de lien social et d'une volonté de reprendre en main notre alimentation. Quelles sont les opportunités, mais également les limites des différents outils, systèmes de notation, applis, blockchain, labels, mis aujourd'hui à la disposition des consommateurs au service du mieux manger? Qualité nutritionnelle, degré de transformation, empreinte carbone, éducation, quels critères privilégier pour une alimentation saine et durable? Je vais d'abord passer la parole à Nathalie, à qui je vais demander d'introduire un petit peu le sujet, puis ensuite je poserai ma première question à Marie-Cécile. Merci Sandrine, bonsoir à tous. C'est vraiment ravie d'avoir énormément d'inscrits pour ce webinaire. Donc la question centrale qu'on avait envie de mettre sur la table, on va dire, même si on ne peut pas encore aller au resto, c'est la confiance, retrouver la confiance des consommateurs. Donc évidemment, cette période actuelle est à la fois très alarmiste à juste raison, hein, pour notre planète, mais également pour notre santé. Alors, d'une part, on a quand même compris que les liens entre notre alimentation et notre santé sont vraiment très forts et que les dérives ont des conséquences qui sont très graves, donc que ce soit des dérives visibles comme le surpoids ou l'obésité, ou bien les risques associés, que ce soit les cancers ou autres maladies. Alors, nous, on avait envie d'explorer deux aspects, et c'est vrai que tous nos intervenants vont permettre de nourrir toutes nos réflexions. Le premier aspect, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la transparence. Et on voit vraiment là les derniers éléments, ne serait-ce que le reportage sur les paysans qui a fait vraiment un carton. Donc, et comment, avec quels outils on peut amener cette transparence. Et là, on va notamment décrire un certain nombre d'outils technologiques comme les applis, avec notamment la présence de Caroline pour ScanUp. Et donc ça, c'est un premier aspect pour peut-être retrouver la confiance des consommateurs. Et puis en parallèle, et je dirais mais et surtout, quelle pédagogie on pourrait mettre en place pour finalement bien manger. Alors déjà, mieux manger, bien manger, sachant qu'on a tous nos définitions du bien manger. Donc là, moi, j'ai parcouru les 9 autres articles de Street Food sur cette question-là pour également, avec ma complice Sandrine, faire également notre contribution. Donc, on voit qu'il y a énormément d'aspects et qu'on n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde. Et donc, ce soir, l'idée, c'est vraiment de nourrir ces réflexions pour pouvoir accompagner tous les acteurs de cette transformation. Et je ne sais pas, Sandrine, si on peut dévoiler, mais effectivement, Stéphane Brunery viendra nous apporter cette synthèse, cette conclusion, s'il a le temps de le faire en direct, mais en tout cas, il a déjà nourri par tous ces articles et viendra également apporter ces éléments. Donc là, je crois qu'on va commencer par Marie-Cécile Damave. Absolument. Donc, Sandrine. On va passer du champ à l'assiette en définitive, hein, et on demandera effectivement, petite surprise, et on le remercie à Stéphane, avec qui on essaye de travailler en synergie sur les sujets. Je crois qu'on va en préparer un sur la pédagogie, n'est-ce pas Marie-Pierre qui est là? Celui-là, on va vraiment le préparer, hein, mais il nous prend un petit peu de temps parce qu'il nous tient à cœur fort probablement. Alors, ma première question, elle est vers vous, Marie-Cécile. Le think tank Agridé, vous pourrez nous présenter aussi en quelques mots en quoi ça consiste. Vous
vous nous avez dit que la transparence alimentaire, c'était un sujet dont vous occupiez depuis des années et que cela commençait en fin de compte dès la production, avec tout ce que le consommateur en fin de compte ne voit pas, malgré ses demandes réitérées. Lui, c'est au niveau de la consommation, mais au niveau déjà de la production, c'est-à-dire la digitalisation du monde agricole, le monde agricole connecté. Et vous me disiez même que c'était maintenant le consommateur qui orientait les productions agricoles. Je me demandais même s'il s'en rendait compte de ça. Marie-Cécile. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Oui, en 2 mots, le think tank Agridé, en fait, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Nous sommes basés à Paris, nous sommes une petite équipe, une petite dizaine d'experts, et puis on réfléchit aux questions stratégiques, en fait, comment éclairer en fait les acteurs de la production agricole par rapport aux enjeux du moment, et évidemment la confiance du consommateur et ces questions, ces enjeux de traçabilité et d'information, de compréhension finalement entre les producteurs et les consommateurs, c'est évidemment au cœur de notre métier. Alors, moi, j'ai en charge au sein du think tank des questions technologiques et innovation. Et effectivement, on a pas mal travaillé sur la digitalisation et la transition numérique en fait, que connaît aujourd'hui l'agriculture comme en fait tous les secteurs de l'économie. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils qui se développent aujourd'hui, autant au niveau de la production qu'au niveau de chacun des maillons de la chaîne alimentaire, de la chaîne de transformation et jusqu'au consommateur, en fait aujourd'hui permettent à des outils beaucoup plus puissants finalement de se mettre en route pour mieux informer les consommateurs d'un côté et d'un autre côté, de mieux rémunérer les producteurs pour en fait leurs bonnes pratiques en amont qui répondent à ces demandes. Alors, plus précisément, de quoi s'agit-il ? Ce qu'on voit en termes de traçabilité, hein, il y a une traçabilité réglementaire, obligatoire, en particulier en termes sanitaires, hein, puisque les denrées alimentaires sont périssables, il faut bien qu'il y ait une date limite de consommation. Et puis, il y a tout un système de traçabilité volontaire et il y a plein de démarches qui se mettent en place. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la traçabilité dans l'agroalimentaire. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de types d'informations qui sont en fait multicritères et qui répondent aujourd'hui à des enjeux sociétaux et environnementaux. Marie-Cécile, peut-être couper la caméra s'il y a un petit souci de bande passante sur votre téléphone, je pense. Voilà. On vous entend mieux peut-être. Marie-Cécile ? Marie-Cécile ? Ah, Marie-Cécile. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hop, non. Bon, c'est pas grave. On va attendre qu'elle revienne tranquillement. Emmanuel, on se connaît depuis longtemps. C'est un sujet à chaque fois qu'on se croise, pas en polémique, mais on est assez d'accord. Donc c'est même pas de la polémique, c'est on est assez d'accord. Toi, au sein du Bureau Veritas, tu t'occupes de ces sujets-là. Ah non, je croyais que c'était Cécile qui arrivait. En quoi, en fin de compte, vous pouvez déjà nous présenter le Bureau Veritas et en quoi il peut accompagner les IAA dans cette quête de transparence, et quel est ton point de vue, en fin de compte, quel est le point de vue du Bureau Veritas sur les différentes possibilités qui se trouvent. Ah, Marie-Cécile, on vous a retrouvé. J'étais partie avec Emmanuel en vous attendant. Excusez-moi. Désolée, je crois que j'ai eu un problème de connexion. Il n'y a pas de mal, je vous en prie. Voilà. Bon, j'espère que voilà, je poursuis donc ma démonstration. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un certain nombre de catégories d'informations qui sont multicritères aujourd'hui, qui sont d'ordre sociétal ou environnemental, en particulier tout ce qui est du registre de la santé et du bien-être des animaux. Tout ce qui est du registre de la durabilité et en fait de la valeur environnementale du produit qu'on retrouve au niveau des consommateurs par rapport à son mode de production. Donc là, je pense par exemple au label HVE, haute valeur environnementale, qui se développe. Et puis, troisième catégorie, tout ce qui est climatique, en fait, valeur carbone en particulier. On a le Nutri-Score, on parle aussi aujourd'hui de Carbon Score, par exemple, avec la mise en place du label bas carbone en particulier. Donc, ces critères-là, ils sont complexes.
Et comment faire pour alimenter en fait ces cahiers des charges complexes? En fait, c'est la question. Et les outils numériques permettent justement de répondre à cet enjeu, de cette complexité en fait de ces facteurs d'information auprès des consommateurs. De deux manières, en fait, il y a vous savez, tout ce système de capteurs, on parle d'agriculture de précision, d'agriculture plus mesurée, plus quantifiée, en fait, en amont, avec tous les capteurs qui existent au niveau de la ferme, que ce soit dans les productions animales et végétales également. Et puis, en fait, tout ce traitement des données avec des outils mathématiques puissants. On parle de big data agricole, etc. Donc, on arrive à capter, on arrive à stocker, à agréger et à traiter les données pour générer des informations qui, en fait, vont être infalsifiables et vont pouvoir nourrir ces cahiers des charges complexes. Ces technologies d'alimenter ces cahiers des charges. Donc ça me semble tout à fait intéressant, à la fois pour répondre à des nouvelles demandes en fait, d'ordre sociétal hein, des consommateurs, au-delà en fait, de la qualité et de l'origine des produits, mais aussi de leur valeur environnementale, carbone, climat, et puis bien-être des animaux. Mais également avec un retour possible de valeur auprès des producteurs eux-mêmes, auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, par exemple, avec la blockchain, il est possible que le consommateur final dise bah, tiens, par rapport à la valeur de mon produit, du produit qui m'est proposé, eh bien, je souhaite rémunérer X delta, en fait, le producteur qui est à l'origine de ce produit parce qu'il a mis en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de bonnes pratiques qui méritent une rémunération. Et donc, l'idée, c'est en fait un engagement gagnant-gagnant, à la fois des agriculteurs et des consommateurs pour avancer sur cette nouvelle traçabilité. Alors, transparence, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas avec plus de visibilité, une meilleure compréhension en fait de la chaîne de transformation, de la chaîne alimentaire et une meilleure compréhension, alors pas forcément avec des circuits plus courts, mais en tout cas mieux compris, mieux expliqué en termes de pratiques pour une meilleure compréhension en fait au debout de la chaîne. Donc l'idée en fait c'est que cette information elle soit même si elle est basée sur des critères complexes, en fait, qu'elle soit simple et claire, évidemment, que le consommateur puisse s'y retrouver, qu'il comprenne ce qu'on affirme, et qu'en fait, il soit possible de vérifier en fait, la sincérité des allégations qui sont faites en bout de chaîne au niveau des consommateurs pour justement rétablir cette confiance qui a été pas mal ébranlée ces dernières années, on le sait. Et puis une dernière chose, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que ces différents labels ou affichages en fait auprès des consommateurs, ce qui me semble important, c'est que comme les enjeux en fait sont pas nationaux, mais ils sont internationaux, qu'il y ait une dimension européenne à ces affichages, à ces étiquetages auprès des consommateurs, parce que évidemment ces enjeux, ils sont pas seulement franco-français, hein, ils sont partagés par un certain nombre de consommateurs, citoyens au niveau européen. Voilà. Merci Marie-Cécile. Évidemment, vous interagissez sur les interventions et tout à l'heure, j'étais en train de parler un petit peu avec Emmanuel en attendant que vous reveniez. Je lui disais, la blockchain, on en parle tout le temps, mais en définitive, est-ce qu'on en a besoin? Et puis surtout, je me rappelle d'avoir eu une conversation avec beaucoup de présidents de syndicats agroalimentaires. Il me dit, mais en France, nous, il y a déjà tellement de traçabilité, mais c'est déjà tellement sûr. Mais qu'est-ce que vient faire la blockchain là-dedans? Alors Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu déjà une overview de ce que c'est le Bureau Veritas et puis surtout de toutes les technos? Alors, vous avez un petit document que je vais me permettre de mettre en ligne et puis comme ça, poum, 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 c'est dans ce sens-là? Hop. Ouais, voilà, encore Hop. un petit peu. On va revenir au-dessus au début. Voilà, super. Ah, je vous laisse la main, Emmanuel. Merci Sandrine et bonsoir à tout le monde. Alors donc moi je travaille au sein de Bureau Veritas. D'ailleurs pour ceux qui étaient branchés sur Europe 1, je crois hier midi, il y avait notre grand directeur qui expliquait ce qu'on fait, y compris dans l'alimentaire. Et je suis responsable de l'innovation sur la partie alimentaire. Alors, notre positionnement, justement, quand on dit transparence, quand on veut faire de la transparence, il faut donner des gages de confiance. Parce que, comme je le dis souvent aux entreprises que je rencontre et quand il y a des gens du marketing autour de la table,
souvent les marques alimentaires veulent dire on veut raconter l'histoire du produit. Quand on veut raconter l'histoire du produit, c'est important de s'assurer que l'histoire est vraie. Donc notre positionnement, c'est justement d'apporter ces gages de confiance en tant que tierce partie indépendante. C'est vraiment notre raison d'être. Et donc, on intervient tout au long de la chaîne ou des filières alimentaires. Bon, j'ai mis là quelques logos de référentiels ou de labels que les uns et les autres reconnaîtront, aussi bien des référentiels internationaux que des marques privées, depuis la production agricole jusqu'à la distribution ou à la restauration, pour permettre aux entreprises et aux filières de donner des gages de confiance à leurs clients. Alors, on fait quand même à peu près 60 000 missions d'inspection, de contrôle sur des produits alimentaires en France par an. Bien sûr sur du bio, bien sûr sur des certifications sur la sécurité sanitaire au sein des entreprises, également tout ce qui est label rouge, AOP, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est une équipe quand même de 320 à 320 personnes réparties sur tout le territoire. Alors, les défis qui sont parfaitement en phase avec l'intitulé de la soirée et les réponses qu'on apporte à nos clients pour les filières, je crois que chaque fabricant, chaque fournisseur d'un produit alimentaire veut d'abord se démarquer dans un contexte concurrentiel qui est fort, veut essayer de répondre aux attentes des consommateurs. J'essaye toujours de mettre les consommateurs au pluriel parce que ces consommateurs sont de plus en plus multiples. On a vu il y a quelques années le boom du marché du sans gluten. L'exemple est intéressant avec l'Avdiac, vous savez, qui gère le logo Épibarré, pour ceux qui connaissent les produits. On a monté un référentiel pour aller vérifier les entreprises qui fabriquent des produits étiquetés sans gluten, comment elles vont gérer les contaminations croisées, etc. Donc, comment amener de la confiance aux consommateurs. On a aussi, sur l'alimentaire, une pression de plus en plus forte des ONG, sur notamment des aspects de durabilité, avec le développement de filières de produits animaux issus de filières d'élevage sans antibiotiques, de filières végélevage sans pesticides. On voit l'importance croissante du bien-être animal. Vous avez peut-être commencé à voir sur certains produits animaux une étiquette bien-être animal. Donc, autour de tout ça, il faut donner des gages de confiance et donc des audits, des inspections, des contrôles. Et puis, comme ça a été dit par Marie-Cécile, en plus des caractéristiques, on va dire, techniques ou nutritionnelles des aliments, il y a toutes les caractéristiques un peu plus immatérielles, avec toutes les concrétisations des engagements RSE des entreprises. De plus en plus d'entreprises de l'alimentaire rendent tangible leur RSE et nous demandent, nous, en tant que tierce partie indépendante, de venir vérifier que ce qu'elles vont dire en matière de RSE, c'est également vrai, c'est en place. Et puis, on faisait référence au documentaire sur les paysans, toutes ces allégations, toutes ces caractéristiques qu'on va pouvoir rajouter aux produits alimentaires, c'est aussi l'opportunité pour recréer de la valeur ajoutée en innovant et en faisant remonter de la valeur ajoutée depuis le consommateur jusqu'à l'agriculteur à travers les filières. Alors, le sujet blockchain, qui est un peu le buzzword depuis quelques années, Sandrine, on en parle à chaque fois qu'on se voit. D'abord, pourquoi la blockchain? Voilà. Alors, quelquefois, nous, on a des entreprises ou des filières alimentaires qui nous appellent chez Bureau Veritas et qui nous disent je voudrais mettre en place une blockchain sur ma filière. Bien, et la première réponse, c'est mais pourquoi faire? Alors, pourquoi la blockchain? C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce support. C'est que d'une part, la blockchain, d'abord, elle est aussi utile en B2C, donc sur la droite, pour aller vers les consommateurs qui ont aujourd'hui une diversité d'aliments proposés, qui veulent savoir en temps réel, en faisant de plus en plus leurs courses avec leur smartphone, et c'est encore plus vrai en Asie qu'en Europe, tout ce qui se passe, veulent pouvoir des informations personnalisées. Et puis, sur la partie gauche de mon support, la blockchain, elle peut également avoir son intérêt entre les opérateurs des filières dans ce qu'on appelle le B2B, parce qu'on a des filières qui sont complexes, on a de plus en plus des flux de marchandises qui sont en temps réel, on veut éviter les coûts de non-qualité. Donc, ça fait pas mal de bonnes raisons pour lesquelles la blockchain, alors je vous ai mis ici
les caractéristiques de la blockchain. Je vais passer assez vite parce que pour ceux qui me connaissent, il me faudrait au moins 1 heure pour expliquer la blockchain, comment ça fonctionne et quel est l'intérêt pour les filières alimentaires. Mais elle a notamment l'intérêt d'éviter les risques de fraude, puisqu'une information dans la blockchain ne peut plus être modifiée. Elle a l'intérêt de pouvoir partager des informations sans que la base de données unique soit chez l'un des opérateurs. Et puis, elle a l'intérêt d'avoir différents profils de consultation des informations, ce qui fait qu'on peut partager des informations sans que tout le monde ne voit tout. Bon, ça, mais je ne vais pas m'étendre sur la technique. Ce que je voulais surtout dire, c'est la blockchain est une technique intéressante, mais on faisait déjà de la traçabilité, ça a déjà été dit avant la blockchain. Donc, la blockchain est une technique qui peut permettre de faire de la traçabilité beaucoup plus en temps réel, mais ça n'enlève pas la question de base qui est l'information que je vais mettre dans la blockchain, l'information qu'éventuellement je vais pousser jusqu'au consommateur qui, avec son smartphone, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ma boîte de thon ou sur ma boîte de biscuits, d'où ça vient, etc. Est-ce que cette information, à la base, est véridique? Le but, c'est d'éviter le syndrome que les anglo-saxons résument bien, qui dit garbage in, garbage out. C'est que tant qu'on n'aura pas mis en place les moyens de vérifier la véracité de l'information de base, qui peut être de l'information chez l'agriculteur, comme l'a dit Marie-Cécile, la blockchain ne sera pas la solution à tout. Donc voilà, donc qu'on soit bien d'accord, mon propos n'est pas de dire la blockchain, ça ne sert à rien, mais la blockchain peut être une solution intéressante si elle est bien utilisée avec ces précautions-là. Alors, au-delà de la blockchain, j'ai souhaité ici amener quelques éléments de discussion, aussi bien pour des gens qui sont au maillon de la production, j'espère qu'il y en a de connectés à la conférence ce soir, que des transformateurs, que des distributeurs. D'abord, il ne faut pas confondre la traçabilité. Traçabilité, c'est pas très sexy, c'est technique. C'est traçabilité ascendante, traçabilité descendante, c'est comment on va suivre les caractéristiques des produits à travers les lots. Ne pas confondre avec la transparence et avec la confiance. La confiance est nécessaire, à mon avis, pour faire de la transparence. Faire attention aussi à tout, je crois que c'est Nathalie qui a dit, il y a un florilège de labels, etc. Moi, quand on m'interroge sur le sujet, je dis toujours qu'il faut d'abord faire la différence entre les certifications et les labels autoproclamés et ceux qui sont vraiment contrôlés. On pourrait parler du bio, il faut savoir qu'un agriculteur bio, il est contrôlé au minimum 1 fois par an dans sa ferme. Donc, il faut dire les choses qui sont vraiment bien contrôlées. Troisième point, les nouvelles technologies. Alors, je ne suis pas du tout technophobe, je suis le premier à saisir les opportunités pour ce que les nouvelles technologies peuvent nous adapter, mais seules, elles ne vont pas s'autosuffire. Je vais prendre un exemple. On parle de plus en plus d'objets connectés. Les camions frigorifiques qui permettent à distance de suivre le maintien de la chaîne du froid, des températures. C'est très, très bien. Mais si personne ne va étalonner et vérifier régulièrement que le thermomètre qui est dans le camion quand on voit la température est bien étalonné, on n'aura rien gagné. Autre domaine technologique sur lequel on travaille, bien-être animal. Pour différentes marques, on vérifie les allégations, les vaches ont pâturé 150, 180 jours, etc. Bon, ça peut se faire avec un auditeur qui va sur le terrain, ça peut se faire aujourd'hui avec des colliers GPS qu'on va mettre au cou des vaches. Donc ça, c'est super intéressant, ça permet de gagner du temps, permet d'être plus précis, mais là aussi, il y a un protocole qui permet de vérifier à quelle vache on a mis le collier, est-ce qu'on ne l'a pas mis plutôt au chien, et est-ce que les piles sont régulièrement changées pour avoir les bonnes données. Donc, vous voyez, derrière la technologie, il y a toujours des questions à se poser sur la robustesse du système et la fiabilité de la donnée. Et puis, il y a derrière tous les enjeux de data integrity, toutes les données qu'on peut collecter, alors blockchain ou pas blockchain, donc comment je collecte les données, quel contrôle de cohérence je mets en place. Certains parleront d'algorithmes ou d'audits intelligents pour voir s'il n'y a pas justement des bugs. Quelle modalité de calcul je vais mettre en place pour traiter ces données. Est-ce que les calculs sont robustes? Est-ce que 1 plus 1 sera toujours égal à 2? Donc tout ça, ça doit également être consolidé et vérifié. Et puis enfin, on parle beaucoup technologie, on parle beaucoup caractéristiques nutritionnelles. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on mange autant avec sa tête qu'avec son estomac. Et donc, il y a nécessité d'objectiver toutes ces allégations qui sont autour du durable, de l'équitable, etc. Donc, derrière tout ça, il y a des cahiers des charges qui se mettent en place. Qu'est-ce qu'on vérifie? Comment on le vérifie?
Le sujet suivant, qui est, je pense, un très fort sujet en 2021 en agriculture et en agroalimentaire, c'est l'empreinte carbone. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les débats qu'il y a en ce moment, mais on voit que le sujet bouge et c'est très bien. C'est-à-dire que demain, les consommateurs voudront de plus en plus savoir, j'achète tel ou tel produit, quel va être ton impact sur le carbone. Et puis, je trouve que tout ça, c'est l'opportunité de valoriser toutes les données qui sont déjà produites par les agriculteurs. Hein, on oublie souvent de dire que les agriculteurs sont l'une des professions les plus connectées. Hein. Il y a le Farm to Fork à l'échelle européenne qui va permettre d'accélérer des choses autour de ça. Donc, il y a plein de choses à dire de façon très intéressante. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Avant de passer la parole à Nathalie pour que tu nous présentes Caroline, je voulais passer la parole à Marie-Cécile parce que je sais que c'est aussi un sujet que vous aviez traité au sein du think tank. Donc, la présentation d'Emmanuel vous inspire quoi? Oui, ben on est vraiment sur la même ligne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, la qualité des données brutes, les données qui sont captées au niveau de l'agriculteur en fait, c'est la base de tout. Et finalement, on a beaucoup dit les données brutes n'ont pas de valeur, la valeur est dans les données agrégées. En fait, si, la donnée brute, elle n'est pas suffisante à créer de la valeur, certes, mais la qualité, c'est-à-dire exactement ce que Emmanuel a dit, hein, il faut qu'elle soit captée correctement au bon endroit, que le collier, effectivement, soit bien sur le cou de la vache et pas sur celui du chien, ni sur le cou de l'éleveur. Voilà, il y a des tas de choses à vérifier, des tas de paramétrages à faire pour que la donnée de base qui servent en fait à nourrir tous ces cahiers des charges soit prise au bon moment, au bon endroit, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et puis peut-être un mot sur, on parlait du temps réel tout à l'heure, hein, je suis d'accord, hein, la blockchain, ce n'est pas la solution à tout. Hein. À la limite, peu importe la technologie, à partir du moment où on parvient à nos fins, à améliorer en fait, le niveau de confiance, le niveau d'information et la vérification de la véracité, de l'honnêteté de ce qui est affirmé au niveau du consommateur. Mais attention à ce temps réel. Il y a quand même des outils qui sont assez intrusifs. Je pense aux caméras, par exemple, dans les élevages. Attention, ce genre d'outil peut être assez intrusif au niveau des éleveurs et il faut faire attention à qui se sert de ces informations-là. Donc, peut-être les conserver pendant un temps limité, ne pas avoir accès en flux continu, mais après un certain temps. Enfin, voilà, le temps réel n'est pas toujours justifié. On a parlé aussi des capteurs sur les engins agricoles au moment de la récolte, par exemple, des grandes cultures. On ne peut pas mettre dans les mains de n'importe qui des informations assez stratégiques en fait, en termes de marché agricole, de prix. Par exemple, le prix du blé au moment de la récolte de blé, si le même constructeur de moissonneuse-batteuse a accès au rendement, à la qualité, etc., des grains récoltés, ça peut perturber les marchés internationaux et certaines personnes peuvent être pas trop bien intentionnées en jouant là-dessus. Donc attention au temps réel, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie, je me tourne vers toi parce que je vais te laisser le plaisir de présenter ScanUp. Alors moi, je les connais depuis quand même un petit temps. On les a rencontrés au Toaster Lab. Je te laisse et puis avec Caroline, nous la présenter. Si je remets mon micro quand même. C'est mieux, oui. D'ailleurs, j'avais une toute petite information. Donc, j'ai ouvert sur Clubhouse une chaîne, une room, comme on dit, Planète Food Santé. Donc là, en fait, je le diffuse en simultané. Donc, si après on a envie de discuter de manière de plus moins concentrée que lorsque on fait ce webinaire, on pourra se connecter. Donc là, on a évoqué effectivement avec ses limites d'ailleurs, comme vient de le rappeler Marie-Cécile, la transparence du champ jusqu'à l'assiette, avec des données qui sont pas forcément à mettre dans toutes les mains parce qu'ils peuvent être d'ailleurs mal utilisés ou coupés. Enfin, on sait très bien ce qu'on peut faire avec des vidéos, des photos, hein, c'est la façon dont on coupe les éléments. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir donc Caroline Péchery, avec qui nous, chez Évidence Santé, on a vraiment plaisir à travailler et qui fait le lien justement sur ces sujets, sur les logos qu'on pourrait apposer sur les produits. Donc à la fois
Nutri-Score, à la fois Ultra Transformation et puis tout récemment l'EcoScore. Et donc, avec également le lien, ce qui je pense est essentiel, avec le consommateur. On l'a vu, hein, les consommateurs se sont déjà assez informés, mais jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Et peut-être une des solutions peut être justement cette co-construction que je trouve très intéressante dans la démarche de ScanUp. C'est où est-ce qu'on bouge ce curseur de l'optimisation nutritionnelle ou du goût, et de voir un petit peu quelle est finalement l'acceptation par le consommateur des différents éléments en fonction de ses perceptions, parce que je ne sais plus qui l'a dit, si c'est Emmanuel aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un consommateur, il y a des consommateurs, et il n'a pas d'ailleurs toujours la même attitude en fonction des moments. Et donc avec Caroline qui va nous détailler peut-être un petit peu ScanUp et puis son approche, et peut-être un petit zoom sur l'EcoScore, va nous détailler un peu la méthodologie qu'on travaille ensemble pour aider les entreprises, à la fois par rapport aux contraintes qu'ils peuvent avoir, mais également à demande des consommateurs à optimiser les produits et optimiser également l'information. Caroline, je te laisse la parole, et c'est magique, la présentation s'affiche, donc tout fonctionne. Magnifique. Merci Sandrine. De rien. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, chez ScanUp, on en parlait, ça avait été évoqué juste avant, mais effectivement, chez nous, la clé de voûte de la transparence alimentaire, c'est vraiment la donnée produit. Donc, on a développé une base de données d'indicateurs nutritionnels qui est composée de plus de 450 000 produits actifs sur le marché français. Et en fait, le grand enjeu pour tous les acteurs de la transparence alimentaire à grande échelle aujourd'hui, c'est vraiment la fiabilité de cette donnée. Et enfin, on le voit sur certaines bases de données open source collaboratives où chacun peut modifier l'information. C'est vrai qu'on a un taux d'erreur assez important. Donc, la fiabilisation, c'est un vrai sujet. Donc, nous, on a décidé très rapidement de construire notre propre base de données qui est alimentée directement ou indirectement par les industriels. Donc, on a ce qu'on appelle différents connecteurs qui peuvent être donc des opérateurs type Alchemix qui est pas mal utilisé, ou le dernier GS1 Code Online Food qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, des distributeurs, des fabricants en direct ou certains partenaires, et qui vont nous transmettre les informations légales des produits alimentaires que vous retrouvez sur les packagings, donc valeurs nutritionnelles et liste des ingrédients, à partir desquels on va en déduire différents indicateurs. Nutritionnel et maintenant environnemental, on en a parlé avec l'apparition de l'EcoScore au début d'année. Et donc, c'est une base de données qui va nous permettre de développer tous nos axes liés à la transparence alimentaire. Donc, on a trois axes principaux qui sont l'information consommateur au travers de notre application mobile, l'optimisation de l'offre produit et la co-création avec les industriels. Donc, je vais rapidement vous présenter le détail un peu de ces trois points-là, et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui quand on parle de transparence, en vous présentant notamment les indicateurs aujourd'hui qui existent sur le marché et qu'on affiche sur notre application, et dont certains se retrouvent d'ailleurs de plus en plus sur les packagings des produits alimentaires, comme le Nutri-Score par exemple, qui est donc un des indicateurs qu'on affiche pour évaluer les valeurs nutritionnelles du produit. On va également en complément afficher un degré de transformation du produit. Donc là, on voit le score SIGA. Et depuis le début de l'année, je le disais, un EcoScore. Donc l'EcoScore a été lancé le 7 janvier et vient évaluer cette fois-ci l'impact environnemental du produit. Donc on sort vraiment de l'aspect nutrition là, et on va vraiment se concentrer sur l'aspect exclusivement environnemental. Et donc, comme vous pouvez le voir, certaines applications font le choix de créer une note, comme Yuka par exemple, qui a son propre algorithme qui va agréger différents critères. Nous, en l'occurrence, on va vraiment afficher indépendamment les critères les uns des autres. Parce que quand on vient agréger des notes, on se pose alors la question de la pondération des critères, et aujourd'hui il y a peu de bases scientifiques qui nous permettent d'affecter une pondération qui reflèterait véritablement la qualité d'un produit. Par exemple, un produit peut être favorablement noté au Nutri-Score A ou B, mais pour autant être ultra transformé. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre un peu risqué.
Et chez nous, on maintient que chaque axe d'évaluation est important et doit être travaillé de manière parallèle, indépendamment les uns des autres, pour apporter des clés de lecture qui sont vraiment justifiées au consommateur et donc des informations sur lesquelles il peut se baser en toute confiance, quoi. Donc voilà, et donc effectivement, ces indicateurs, ils ont effectivement comme premier objectif d'apporter de la transparence aux consommateurs, mais aussi comme objectif d'être un outil de la transparence pour les marques, puisqu'elles permettent d'évaluer et donc d'améliorer éventuellement la qualité des produits. Donc là, c'est là où on collabore beaucoup avec Nathalie. Si tu veux intervenir, d'ailleurs, n'hésite pas. Mais où on va, du coup, ce sont des indicateurs qui vont vraiment être des outils de mesure, d'évaluation et d'optimisation. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé sur le marché, certaines marques étaient un peu méfiantes et appréciaient moyennement qu'on évalue les produits, qu'on affecte des notes, etc. Mais finalement, je défends vraiment l'idée que au lieu de voir ces indicateurs un peu comme une menace, il vaut mieux aussi les voir et les regarder comme une opportunité, comme des outils de mesure et d'optimisation. D'ailleurs, effectivement, on constate, nous, par rapport aux différentes demandes qu'on a ces derniers mois, que d'une part, c'est un outil qui permet d'évaluer des catégories de produits et de voir comment son produit est placé les uns par rapport aux autres. Mais la demande, elle est surtout de voir comment on peut finalement améliorer et optimiser et sur quels critères, en fonction de la possibilité technique ou même budgétaire, on peut finalement améliorer le produit, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue de l'éco-score ou surtout aussi du point de vue de l'ultra-transformation, qui est vraiment un enjeu aujourd'hui, limiter le nombre d'ingrédients, améliorer chacun des ingrédients. Et on voit que ces outils-là sont vraiment, et c'est un peu la conclusion qu'on a d'ailleurs dans l'article qu'on a fait avec Sandrine, c'est vraiment des outils qui permettent d'optimiser au-delà de la note, parce que je donne toujours l'exemple, effectivement, un produit qui est mal noté sur le Nutri-Score, allez, prenons par exemple le beurre, je ne pense pas qu'on mange tous les jours du beurre à la petite cuillère, mais on va l'associer à d'autres produits. Et donc, effectivement, il y a des produits sur lesquels on ne peut rien faire. Par contre, un plat cuisiné, on va pouvoir améliorer à la fois la qualité de chacun des ingrédients, limiter également aussi le nombre d'ingrédients et améliorer et donner également des outils pour qu'on puisse avoir une certaine pédagogie sur la consommation de ces produits. Donc là, c'est vraiment, je pense, la démonstration de l'utilisation positive après avoir eu un peu cette appréhension de notation de produits, c'est de se dire comment on peut les utiliser pour finalement optimiser et informer le consommateur de manière plus fiable. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un travail qui est un peu gagnant-gagnant pour le consommateur puisqu'il a de l'information et également pour la marque parce qu'en fait, les indicateurs deviennent un peu des éléments de preuve pour montrer la qualité des produits, pour développer ces axes de communication autour des engagements. Et aussi auprès, tout simplement pour les argumentaires de vente, même auprès des acheteurs de la grande distribution qui sont aussi de plus en plus attentifs à ces indicateurs qui sont du coup rendus accessibles par les applis aux consommateurs. Et c'est vrai que je vois sur le chat, c'est le mot pédagogie qui revient. Effectivement, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, après, il faut éduquer le consommateur sur la façon dont… C'est pas parce qu'un produit est Nutri-Score D ou E qu'il est à jeter et c'est pas parce qu'il est A qu'il faut le consommer de manière… le surconsommer. Donc après, effectivement, il viendra… Et ça, ce sera l'objet de nos prochaines réflexions, c'est comment, après l'information, on peut guider le consommateur pour améliorer son alimentation. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un grand travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs pour vraiment leur faire comprendre un peu ce qui se cache derrière les indicateurs. Donc, c'est vrai que sur la partie de l'application, nous, on a toujours un petit texte explicatif de le Nutri-Score évalue la qualité nutritionnelle, mais pas la qualité des ingrédients. Le degré de transformation, c'est pour la liste des ingrédients et l'éco-score uniquement pour la partie environnementale. C'est vrai qu'il y a toujours cet enjeu de pédagogie à bien garder en tête aussi en parallèle. Donc, voici pour ce qui est des indicateurs. Et le dernier axe de la transparence qu'on développe, c'est donc la co-création de produits
qui a pour objectif de recréer un véritable dialogue entre les industriels ou distributeurs, enfin les marques, et les consommateurs. Puisque le principe, c'est que une marque qui aurait un projet d'innovation peut venir poser des questions directement aux consommateurs sur l'application et les consommateurs se mobilisent pour co-créer le cahier des charges du produit. Donc, on va pouvoir poser des questions sur le concept, la recette, le pack, enfin toutes les problématiques R&D et marketing qu'on peut rencontrer dans un processus d'innovation. Et l'idée, ça va être d'aller tester et valider le concept, le produit auprès de milliers de consommateurs qui vont participer à l'élaboration de ce produit. Donc, ça a l'avantage de vraiment recréer du lien et recréer un dialogue et de faire participer ses clients à l'élaboration d'un produit. Et c'est là où, du coup, la démarche de co-création s'intègre complètement dans un processus de transparence, puisque l'idée, après, en fait, la phase de vote où les consommateurs vont co-construire le cahier des charges du produit, il y a toute une phase de communication et d'animation où l'idée, ça va être de tenir informé le consommateur de l'évolution du projet jusqu'à la commercialisation du produit. Donc, en fait, l'espace de co-création se transforme un peu en fil d'actualité où on peut publier, comme sur les réseaux sociaux, des photos, des vidéos, enfin du contenu pour parler en fait un peu des coulisses de la marque, de comment ça se passe, comment on produit l'innovation. Il peut y avoir des prises de vue des premières lignes de prod. Enfin, on peut imaginer un contenu vraiment beaucoup plus transparent sur comment est conçu le produit, qui travaille derrière et qui travaille dans l'entreprise, quoi. Et ça, je trouve, pour répondre aussi aux questions qu'il y a sur le chat, je trouve que c'est vraiment un process une pédagogie qui pourrait être super intéressante à l'école. Alors, peut-être pas dans les petites classes, mais de montrer comment sont créés des produits, comment ça se passe, et qu'on puisse être un petit peu pouvoir regarder comment ça se passe dans une usine, comment ça se passe lors d'une réunion de R&D. Enfin, je trouve que ça participerait à montrer que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des enjeux et qui contribuerait vraiment à cette transparence sur la création des produits. Je trouve que c'est vraiment un outil qui pourrait être mis à disposition des scolaires. Mais on en revient toujours, et je regarde un peu le chat et je me permettrai de te poser une question, Caroline, qui est dans le chat pour toi. On en revient toujours à pédagogie, présenter l'outil, pédagogie, apprendre à manger, voilà, on tourne un petit peu toujours autour de ça. J'aurais une petite question ensuite pour toi, Caroline, quand tu auras fini, même deux petites questions, mais d'autres pour vous. Ah, mais dis-moi, Alors, en fin de compte, 18 parlementaires viennent de publier une tribune dans Le Point où ils expliquent que le consommateur ne doit pas forcément faire confiance à la notation environnementale des durants alimentaires initiée par des opérateurs privés type EcoScore. Est-ce que tu as une réaction? Et deuxième question, quand vous parlez de co-créer le cahier des charges, quelle est la place du producteur éleveur céréalier? Quel gain en retire-t-il? Voilà. Alors là, il y a vraiment deux questions distinctes. Alors, je vais peut-être commencer par répondre à la première, donc sur l'EcoScore. C'est vrai que j'ai vu effectivement la tribune. L'idée, c'est qu'il faut vraiment distinguer Agribalise de l'EcoScore. Donc, je vais revenir un petit peu sur cet indicateur pour que ce soit plus clair. L'EcoScore, aujourd'hui, il a été monté par un collectif d'acteurs indépendants, donc type application mobile ou aussi acteurs de la recette comme Marmiton. Donc, on est 10 acteurs en tout. La Fourche, Yuka, Marmiton, etc. Et on a développé une méthodologie où le socle de notation, c'est l'analyse du cycle de vie qui est issue de la base de données Agribalise de l'ADEME, qui est aujourd'hui assez critiquée parce qu'il y a certaines limites qui sont connues et reconnues. Mais il faut bien distinguer l'ACV, enfin Agribalise, de l'EcoScore, puisque la méthodologie, quand bien même elle se base sur l'ACV, effectivement, elle vient en fait compléter les limites de l'ACV grâce à l'intégration de critères qualitatifs complémentaires, comme par exemple le mode de production. On a eu beaucoup d'ailleurs de critiques, enfin l'ACV s'est fait beaucoup critiquer sur le fait que le bio était parfois défavorisé par rapport au conventionnel,
sur les ACV moyennés. Là, effectivement, dans l'éco-score, on vient intégrer les labels et les modes de production vertueux. Donc, on va affecter un système de bonus et malus à ce score ACV pour avoir un score final qui prend en compte ces critères qualitatifs. Donc, mode de production, on va aussi regarder la circularité et la recyclabilité de l'emballage. On va s'intéresser à l'origine des matières premières pour intégrer un score transport et un score de politique environnementale du pays producteur. On va également regarder la liste des ingrédients pour identifier éventuellement certains ingrédients qui seraient témoins d'impact environnemental négatif, comme par exemple l'huile de palme liée à la déforestation. Donc, on va intégrer différents acteurs, différents critères complémentaires qui vont venir pallier aux limites de l'ACV qui sont connus et reconnus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est effectivement quand même le socle de la notation. Et deuxième petite question, c'était quand vous parlez de co-créer le cahier des charges, quelle est la place du producteur éleveur céréalier? Quel gain en retire-t-il? Alors là, il y a différents cas de figure. En fait, donc, nous, on va travailler principalement avec le fabricant du produit fini. Et ensuite, en fonction des réponses des consommateurs et du cahier des charges qui aura été co-créé, le fabricant va pouvoir choisir ses fournisseurs, ses producteurs et se diriger vers telle ou telle option. Donc, il y a un impact sur le choix, sur des choix de production. Après, on ne co-crée pas directement effectivement avec le producteur le produit, à moins qu'il fasse des produits finis, mais généralement, il est plutôt fournisseur. Merci beaucoup. Tu avais terminé ta présentation, Caroline, oui? Oui, j'avais terminé, mais j'avais vu aussi une autre, mais j'ai perdu. Une autre question. Écoute, je te laisse le question là et tu peux répondre directement à la troisième question de Denis Sabardine, si tu veux, directement dans le chat, si ça te va. Ah oui, c'est ça. Ouais, tu peux lui répondre directement. Alors maintenant, je vais me tourner vers Eric Colli. Alors Eric, on s'est connus autour d'un cochon. C'est plutôt bien. Eric, vous avez travaillé chez Fleury Michon. Vous avez mis en place la feuille de route du groupe Aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc, je pense que tout ce que vous avez entendu vous a inspiré, je suppose. Pouvez-vous déjà, nous expliquer la démarche que vous avez mise en place dans le groupe Fleury Michon pour plus de transparence dans l'alimentation? Comment s'est structurée cette démarche qui était assez innovante et très en amont de tout ce qu'on a entendu, hein. Moi, j'étais assez étonnée de ce que j'ai vu quand je suis venue à votre rencontre au resto qui s'appelait le restaurant by Fleury Michon que vous aviez mis en pop-up à Paris. Quelles ont été les réactions de vos pairs? Parce que je pense qu'ils n'ont pas été contents, à mon avis, que vous rentriez dans ce créneau-là parce que ça ouvre quand même des brèches. Et quelles ont été les réactions du consommateur, même s'ils n'ont pas été touchés directement par cette campagne, ils ont été quand même touchés indirectement. Et quelles conclusions en tirez-vous? Et je terminerai, bonne Patrick et Cueil à mettre en place. Ça fait beaucoup de questions, donc on va les reprendre dans l'ordre, hein, déjà. Comment s'est structurée cette démarche, Eric? Bonsoir Sandrine, bonsoir Nathalie, bonsoir à tout le monde. Et puis merci de m'accueillir à cette table ronde. Je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir contribuer sous forme d'un exemple vécu, comment s'est traduite la transparence. Alors, pour répondre à votre question, Sandrine, je dirais que d'abord, la démarche dont vous parlez est une démarche fondée sur la preuve. Et qu'en fait, elle trouve ses racines dans une démarche plus ancienne, initiée en 2010 autour de la RSE. C'est Emmanuel qui en a parlé tout à l'heure de cette démarche-là, qui est une démarche systémique et d'amélioration continue dans tous les domaines de l'entreprise. Et donc, cet engagement RSE a permis, dès 2014, de pouvoir lancer les premières campagnes Venez vérifier, dont vous avez entendu parler, qui sont des campagnes basées sur la transparence et l'ouverture, et aussi la preuve. Et c'est aussi cet engagement qui a servi de socle en 2015 au lancement du projet d'entreprise que vous avez évoqué, qui est Aider les hommes à manger mieux chaque jour. Autrement dit, cette volonté de transparence et d'ouverture, c'est la conséquence d'une stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot, ce n'était pas un coup marketing, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. Laquelle entreprise en avait assez d'être assimilée au problème, alors qu'elle proposait des solutions
et qu'elle cheminait déjà depuis très nombreuses années dans l'amélioration de l'alimentation au quotidien pour le plus grand nombre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert des portes, au sens propre comme au sens figuré. Ça s'est traduit par des visites des sites de production, des visites découvertes. On a organisé des visites chez les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs avec lesquels on travaillait. On a participé au Salon de l'agriculture, sacrée vitrine, 650 000 visiteurs, 40 000 visiteurs sur le stand de l'entreprise. On a ouvert une boutique éphémère, c'est là où on s'est croisés, Sandrine, autour d'un cochon, comme vous le disiez, pour effectivement se confronter au regard et aux papilles des consommateurs. Et on a été, par exemple, aussi les premiers industriels à adopter le Nutri-Score. Et je dirais, en plus de ça, on a associé les salariés, qui ne demandaient que ça d'ailleurs. Parler de leur entreprise, parler de leur métier, parler de leurs conditions pour s'adresser à ces publics-là. Et donc, ce sont eux qui ont accueilli les visiteurs sur les sites de production et qui leur ont fait visiter les sites. Ce sont eux qui ont composé 100% des équipes sur le salon de l'agriculture. Ce sont eux qui vous ont accueilli à la boutique éphémère. Et ce sont même eux qui, sur la base du volontariat, sont allés des vendredis et des samedis dans les points de vente pour animer, faire des ventes animation. Et pour la petite anecdote, les ventes animation de ces animateurs-là, qui étaient des non-professionnels, étaient supérieures aux ventes réalisées par les professionnels de l'animation. Alors, ce n'était pas l'objectif, mais c'était une conséquence. Il y avait une question sur nos pairs, c'est ça, sur moi, j'en citerai 3 qui me sont revenus. Un, l'agacement, parce que ça mettait en lumière ceux qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas ouvrir et jouer cette transparence-là. Ensuite, la curiosité. Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi la profondeur de leur dispositif? Est-ce qu'ils sont bien sincères? On va nous-mêmes aller vérifier. Et enfin, l'inspiration. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, le manger mieux, il est sur toutes les feuilles de route de l'amont agricole jusqu'à la distribution et à la restauration. Et c'est vrai que c'est plutôt une fierté d'avoir réussi cette gageure-là, parce qu'en 2015, lorsqu'on s'est lancé sur le manger mieux pour des produits de grande conso, c'était pas gagné. Et la réaction des consommateurs, mais aussi des journalistes, des leaders d'opinion en food, pour moi, il n'y en a eu qu'une, c'est l'engouement. Pour venir visiter les sites de production, les lieux de production, pour vérifier sur place par eux-mêmes, pour rencontrer les faiseurs, c'est-à-dire les salariés, les cuisiniers, les agriculteurs. Et en fin de compte, ces visiteurs-là ont été nos meilleurs ambassadeurs. C'est ce que j'appelle le syndrome TripAdvisor, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, plus qu'hier, ceux qui parlent de vous ont plus de crédit que ce que vous dites vous-même. Et ça a été la force du système, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a été honnête et transparent et qu'ils ont pu venir vérifier d'eux-mêmes sans injonction, sans être soudoyés, parce que sinon ça ne marche pas, ils ont pu du coup traduire avec leurs mots, avec leurs vidéos, avec leurs propres réseaux sociaux dans la vraie vie ou sur le digital, ce qu'ils avaient vu. Et c'est pour ça que ça a été du coup un succès par onde de choc. Je vous posais la question, puis excusez-moi, Eric, je posais la question, puis je la poserai à toutes les personnes qui sont là et à Alexia qui rentre dans une démarche aussi d'installation du Nutri-Score sur ces produits. Pourquoi ça freine tant en définitive? Pourquoi ça freine tant? C'est demandé, c'est souhaité, pourquoi ça marche pas en définitive? Pourquoi c'est si difficile à mettre en place ce type de démarche? C'est pour moi la question. Vous, est-ce qu'on a à vous, Eric, et puis ensuite je la poserai un peu aux autres qui s'y frottent aussi. C'est typiquement ce que disaient Caroline et Nathalie, c'est soit on voit ça comme une menace, soit on voit ça comme une opportunité. Donc effectivement, c'est comme les visites découvertes, c'est comme les démarches de transparence, ça met en lumière ceux qui ont plus de peine. Donc forcément, ça met un peu le feu dans la maison et chez les collègues.
Et donc, il y a des industriels, des intervenants qui n'y voient que des menaces et que de l'intrusion, alors qu'aujourd'hui, cette transparence-là, qui se fait à travers des applications, mais aussi plein d'autres choses, comment on peut se poser encore la question, quoi, en fait? On voit bien le succès des applications et du téléchargement de ScanUp, de Yuka et de plein d'autres. Elles ont toutes leurs avantages et quelquefois un peu leurs défauts, mais quoi qu'il arrive, s'il y a un tel engouement, c'est que le consommateur, il en a besoin. À partir du moment où une entreprise met sur des produits sur le marché, c'est qu'elle estime répondre à un besoin. C'est une logique de besoin aussi, et donc les entreprises et les marques doivent y répondre, au même titre qu'elles mettent sur le marché des produits qui répondent à des besoins. Enfin, pour moi, la question ne se pose plus. Si elle se pose, c'est que vraiment, il y a quelque chose à cacher. Après, je me permets, par rapport au Nutri-Score, est-ce que j'ai mon micro. Il y a, comme tu le disais, d'ailleurs, aucune notation n'est parfaite. Donc effectivement, cette réticence, c'est que, notamment par exemple pour le Nutri-Score, c'est pas parfait. C'est clair que c'est pas du tout parfait, puisque je te donne l'exemple du beurre, ça n'a aucun intérêt de mettre le Nutri-Score sur du beurre, sur de l'huile. Donc effectivement, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, essayons de co-construire à ce moment-là une approche complémentaire du Nutri-Score au lieu de dire j'en veux pas. Et c'est effectivement là où la démarche qu'on a avec Caroline, c'est de dire voilà, on regarde le mapping et puis on dit comment on peut améliorer, sachant que chacun des produits n'est pas dans le même contexte, mais d'expliquer au consommateur que s'il veut un produit pas très cher, il y a un moment donné, il y a des choix à faire. Un produit plus qualitatif, il y a des choix à faire, mais au moins, finalement, un achat en connaissance de cause. Et c'est vrai que les réticences, aucun outil ne sera idéal. Donc, c'est comme un aliment, il n'y a aucun produit idéal. Essayons d'améliorer, effectivement. L'engouement pour Yuka, alors moi, je donne toujours cette anecdote, parce on gère des services consommateurs. On avait fait une enquête sur Yuka tout au début. Et en fait, les premières réactions après 2-3 mois d'utilisation de Yuka, où chacun avait vérifié ce qu'il savait déjà, parce que quand on met l'appli sur du Nutella ou sur un autre produit, on se doute bien ce qu'on va avoir comme réponse. Et en fait, il y avait une grosse déception qui disait, mais en fait, j'ai mangé que des produits verts et j'ai continué à grossir. Donc, on avait trouvé ça très drôle parce que, en fait, la raison pour laquelle il y avait un engouement pour Yuka n'était pas forcément celle qui était prévue au départ. Donc, ce qui montre aussi qu'il y a besoin d'explications et qu'au fur et à mesure, en fait, les consommateurs, par contre, avaient commencé à apprendre et à connaître les produits. Et la deuxième anecdote qu'on avait, c'est qu'évidemment, quand on scannait au début le sucre, comme alternative, c'était un édulcorant. Bon, là, on voit bien les limites des notations. Mais c'était intéressant de dire, oui, effectivement, c'est pas toujours aussi simple. Yuka, l'application qui fait pas maigrir, Emmanuel, j'aurais aimé avoir, vu que tu fréquentes les industriels et que c'est des sujets que tu traites, c'est quoi les freins? Pourquoi qu'ils y vont pas? Ils viennent vous voir, enfin, où vous allez les voir, on veut se lancer, puis en fait, compte, on se lance pas. Et au final, pourquoi? Ah, on t'entend pas? Le micro, Emmanuel. Attends, je vais ouvrir son micro. Ce qui est intéressant par rapport aux différentes applications qui ont fleuri, donc qui répondent sûrement à un besoin, c'est de voir comment les industriels, en fait, utilisent le score pour revoir leurs recettes. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable et on est bien dans cette logique d'amélioration continue que j'ai citée tout à l'heure, c'est de se dire, je suis peut-être pas tout bon sur tous les critères tout de suite, mais je vais m'améliorer et je prouve que je peux m'améliorer. Je ne sais plus quel grand distributeur a dit, voilà, on utilise notre note Nutri-Score et on va revoir toutes nos recettes pour améliorer notre Nutri-Score. Alors, c'est vrai que sur le pot de rillettes, ça va être compliqué, mais je pense que sur des produits assez élaborés, c'est une démarche intéressante. Donc là, on a un effet, pour moi, positif de toutes ces applications. Nathalie, je me tourne vers toi parce que je vais te laisser présenter notre prochaine invitée, c'est Alexia. Ouais. Et puis, poser quelques petites questions. Alors, Alexia, elle coche toutes les cases qu'on adore chez Évidence Santé. D'abord, c'est une femme et je m'aperçois que nos webinaires sont vraiment d'une diversité, d'une mixité. On invite des hommes.
sans faire exprès, on va chercher comme quoi on peut trouver. Donc, Alexia est une fondatrice exceptionnelle. Elle a des produits, quand on a commencé à se parler, elle m'a dit, bon, ça va être peut-être difficile pour Évidence Santé de justifier finalement la consommation de jus de fruits. Et je lui ai dit, non, au contraire, on peut trouver un angle extrêmement intéressant. Et puis, elle fait attention à la fois donc à notre santé et à la planète. Et donc, on est vraiment ravis de l'accompagner. Elle a 2 choses à nous raconter. C'est sa technologie extraordinaire parce que, alors, je vais quand même faire un petit peu de pub pour notre marketplace parce que si vous voulez goûter ces produits, moi, j'ai mon fils qui me demande, t'as remarqué que je commande pratiquement toutes les semaines maintenant? Donc, en fait, elle a des produits qui n'ont rien à voir quand on n'a pas goûté le jus de pomme crisp. On n'a pas goûté de jus de pomme. Voilà, ils sont présents sur notre marketplace puisque en fait, elle nous a fait l'honneur d'être présente et donc on peut commander les produits juste pressés sur une marketplace, les recevoir en chrono fraîche à la maison, le coffret des. Je confirme, c'est vrai, je confirme. Voilà, c'est super. Donc une technologie qu'elle va nous expliquer, également une démarche puisque elle avait donc fait toute une démarche avec Mimosa et puis j'ai d'ailleurs des petits goodies d'ailleurs à côté avec de nouveaux emballages et sur lequel d'ailleurs elle m'avait confié qu'elle allait apposer le Nutri-Score. Donc je lui laisse présenter ses jus extraordinaires et ses autres produits d'ailleurs. On n'a pas une petite photo? Ah non, on n'a même pas fait une photo. Tu m'as moi, c'est déjà pas pendant mal. que tu parles, je vais aller la chercher. Va vite chercher la bouteille, va. Alors, Bonsoir, merci Alexia. beaucoup déjà. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je trouve ça juste, je vais juste faire un tout petit aparté sur tout ce qui a été dit jusque-là, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et moi, j'ai eu une démarche, effectivement, quand j'ai racheté cette entreprise, qui était de dire, je ne me pose pas la question de savoir si on doit être transparent ou pas. En fait, on va être transparent. Et donc ça, c'est à la base de toute notre démarche marketing et de communication. Et du coup, comme on n'est jamais parfait, parce que la perfection n'existe pas, en plus elle est un peu chiante, du coup, on va expliquer aux consommateurs les choses. Donc, et finalement, du coup, ça fait un peu l'analogie entre ce qu'on a parlé, qui est la transparence et la pédagogie. Il faut absolument qu'on explique aux consommateurs les raisons qui sont derrière un Nutri-Score, par exemple. Donc, un jus de pomme ou d'orange ne sera jamais mieux qu'un Nutri-Score C. Il y a des raisons derrière ça et en fait, il faut juste lui expliquer. Et donc, quand Eric parlait de l'agacement de ses pairs, quand Fleuret Michon a décidé d'ouvrir ces usines, ben moi, je peux vous dire que j'y suis confrontée tous les jours, puisqu'il y a un certain nombre de choses que je dis haut et fort sur le marché des jus de fruits et ça ne plaît pas à tout le monde. Et moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on revienne, si on veut que le consommateur ait confiance dans les industries agroalimentaires, cette transparence, elle est absolument clé. Et donc, nous, nos usines sont ouvertes. Si les gens veulent venir les visiter, ils viennent les visiter. On a invité des journalistes à le faire. On a emmené nos équipes, parce que ça, je pense que c'est très important, comme le disait Eric. Nous aussi, on fait faire nos animations par nos équipes qui elles-mêmes ont visité les usines, donc sont capables de parler avec leurs mots de ce qu'elles ont vu, enfin de ce qu'ils ou elles ont vu à l'intérieur de l'usine, et ça, c'est essentiel. Alors nous, on a fait le choix effectivement d'une technologie qu'on appelle Cleanable. Alors moi, j'aime pas tellement ce mot, parce qu'en fait, sur le papier, il est assez beau. Bon, la réalité, c'est que c'est utilisé par un certain nombre d'industriels pour cacher notamment des additifs qui sont utilisés pendant la production. Donc, je suis pas une fan du terme, mais en fait, nous, on utilise une technologie qui s'appelle la haute pression à froid, donc qui est une alternative à la pasteurisation. Et du coup, ça fait écho aussi à une deuxième chose qui a été, je crois, évoquée par Emmanuel au début, qui était de dire les industriels d'agroalimentaire disent souvent ah mais ça va, nos produits sont sûrs, on n'a pas besoin d'être tracés. Alors oui, la plupart des produits sont sûrs, évidemment en France. La question, c'est de savoir s'ils sont bons. Parce que finalement, c'est bien d'avoir des produits dans lesquels il n'y a pas des bactéries.
Mais ça, bon, a priori, je pense qu'on y arrive tous aujourd'hui. Après, la question, c'est de savoir si on a des produits qui sont bons et surtout qui ressemblent à un produit qu'on pourrait faire de façon artisanale. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça qu'on choisit des technologies et on a commencé par la haute pression, qui en fait permettent de conserver un aliment dans son état brut. Donc, quand on fait un jus de fruits chez Juste Pressé, on presse les oranges, on le passe dans une machine de haute pression qui applique environ 6000 bars. 6000 bars, c'est la pression qu'exercerait un éléphant sur un petit pois. Donc, vous voyez, c'est assez costaud. Ça permet de faire éclater les bactéries. Et en revanche, la nature étant merveilleusement faite, ça ne touche pas à ce qu'on appelle les liaisons fortes, donc les liaisons à l'intérieur des molécules, et donc ça conserve les vitamines, les antioxydants et le goût. Donc si vous goûtez un jus d'orange Juste Pressé, et que je vous dis c'est moi qui vous l'ai pressé ce matin, ben, vous aurez beaucoup de mal à croire que c'est pas la vérité. Voilà, donc nous, on a vraiment choisi une technologie qui permet d'avoir un process le plus court possible, puisque nous, on fait la totalité du process en moins de 24 heures. Donc, entre le moment où l'orange est pressée et le moment où la bouteille est libérée, il y a moins de 24 heures. Et puis surtout, c'est fait tout au même endroit dans la même usine. Donc, on presse, on traite par haute pression, on embouteille au même endroit. Ce qui permet d'éviter une empreinte carbone importante. Ça permet aussi de limiter la perte de vitamines et d'antioxydants. Ça permet d'être complètement transparent avec le consommateur et puis de lui restituer le goût du jus qu'il pourrait faire à la maison. Voilà, donc c'est vraiment une démarche. Nous, on a choisi dès le départ de se dire, on part sur cette technologie-là qui nous permet d'avoir un maximum de transparence vis-à-vis du consommateur et on l'éduque. On fait de la pédagogie. Sur nos briques, on explique, on a tout un côté de la brique qui explique qu'est-ce que c'est que la haute pression, où est-ce qu'on va chercher nos fruits, comment est-ce qu'on fait. Oui, les fruits, ils n'ont pas le même goût toute l'année, c'est normal. Si vous achetez des oranges, vous n'aurez pas le même goût de jus d'orange toute l'année. Chez nous, c'est pareil, votre jus d'orange, il va changer tout le temps. Donc, c'est vraiment transparence et pédagogie. Nous, on se retrouve complètement là-dedans. Et donc, on a décidé d'appliquer cette technologie qui est assez merveilleuse à d'autres produits. Et donc, on a lancé en début 2020 des mixés de fruits, donc sur la même base. C'est-à-dire qu'on prend les fruits, on les mixe, on les passe en haute pression. Et donc, vous avez un dessert 100% fruits qui a le goût d'un fruit mixé, mais pas cuit. Donc, c'est pas une compote, il n'y a pas d'ajout de sucre, il n'y a rien du tout. Et par rapport à un jus de fruits, le gros avantage, c'est que vous gardez les fibres, ce qui nous permet d'avoir d'un côté des jus qui ont un Nutri-Score C et on l'affiche très clairement et on explique pourquoi on a un Nutri-Score C. Et d'un autre côté, on a des mixés de fruits qui sont plus vertueux et qui, eux, affichent un Nutri-Score A. Voilà. Donc, c'est vraiment, je trouve ça très intéressant ce qu'a raconté Eric, parce que nous, à notre toute petite échelle, on est une petite boîte, mais c'est comme ça qu'on a décidé de se construire. Parce que, voilà, tout simplement, moi, j'en ai un petit peu assez en tant que maman et puis en tant que citoyen. J'en ai un petit peu assez qu'on me raconte des belles histoires marketing et que derrière, finalement, il n'y ait pas grand-chose. Et je pense que quand tu posais la question, Sandrine, pourquoi les industriels n'y vont pas, moi, à mon sens, un industriel qui ne veut pas être transparent, c'est qu'il a des trucs à cacher, parce que sinon, il n'y a pas de raison de ne pas être transparent, en fait, avec le consommateur. Il est capable de tout comprendre si on lui explique correctement les choses. Et là, pour intervenir, Alexia, je trouve que son exemple est vraiment super intéressant dans la pédagogie, puisqu'on montre qu'un jus de fruits reste avec un Nutri-Score C, même s'il est bien fait. Et d'ailleurs, c'était toute la discussion qu'on avait eue au départ avec Alexia. Je lui dis, mais moi, j'ai pas de souci en tant que nutritionniste pour dire que le jus de fruits a sa place dans une alimentation équilibrée, mais il a sa place. Ce n'est pas la boisson du petit déjeuner. C'était vraiment la première discussion qu'on a eue. C'est une autre façon de consommer un fruit quand on a soif. En qualité, autant choisir quelque chose dont on n'a pas rajouté un certain nombre de vitamines, mais qui a les vitamines finalement originelles. Mais par contre,
loin de nous la recommandation d'en faire la boisson quotidienne des enfants. C'était également une autre façon de découvrir d'autres fruits. C'est pour ça que je parle du jus de pomme. Moi, j'ai fait découvrir à mes enfants le jus de pomme et effectivement, c'était voilà, mais c'est pas la boisson du petit déjeuner ni du repas. C'est quand on a envie, comme les adultes prennent de temps en temps un apéro, c'est une boisson. Et de la même façon, on va dire, bah ouais, tu vois, la compote, enfin, ou le fruit mixé, ben là, c'est A. Et là, on comprend en pédagogie, on dit, voilà, il y a des fibres. Tu vois que c'est pas la même chose de manger une pomme que de boire le jus. Et donc, c'est probablement d'un point de vue nutritionnel peut-être plus intéressant d'avoir un fruit mixé que de boire un jus de fruits. Et c'est d'ailleurs tout le reproche qui avait été fait au départ au PNNS de dire que un jus de fruits était égal à 2 fruits en termes de part, de portion. Eh bien non. Et ça, on le savait dès le départ. Hein. D'ailleurs, c'était une erreur vraiment qui fait que le consommateur, il est perdu et après, il comprend rien. Donc, je pense que là, tu as raison. Et après, de temps en temps, effectivement, tes jus de fruits sont plus chers. C'est clair. La qualité se paie. Donc, de temps en temps, effectivement, si on a un goûter d'anniversaire et que c'est une fois de temps en temps et qu'on a 10 litres à acheter, oui, on va peut-être choisir des produits un petit peu moins qualitatifs. On le sait, mais ce ne sera pas le produit qu'on consommera de manière plus quotidienne. Donc, vraiment, je pense que tout le monde a y gagné en ayant une information qui est claire et qui redonne confiance au consommateur quand il va lire l'étiquette. Merci Nathalie, merci Alexia. Je vais essayer un tour de magie. Je ne sais pas si ça va marcher. Sans cela, je demanderai à Caroline ou Alexia de nous quitter quelques minutes. C'est que je vais essayer de faire venir Stéphane. Stéphane se prépare. Est-ce qu'il va réussir à arriver? Parce que je crois qu'on est limité à 6 ou à 7 sur l'appli. Et en attendant qu'il arrive, je rappelle. Ah ben voilà, bonsoir Stéphane. J'ai l'impression que Livestorm nous a écoutés et ouais, ça y est, ils ont augmenté la quantité. Ils sont chez Planet Food, elles invitent. Donc voilà. Donc Stéphane, on ne te présente pas hein, parce que tu es assez présent sur les réseaux sociaux. Tu es le rédacteur en chef de Street Food et tu as réalisé une série sur quelques semaines qui était faut-il s'en remettre aux applis pour mieux manger? Alors déjà, je vais te demander une petite chose, c'est qu'est-ce que tu as pensé de nos diverses interventions, puis faire une petite synthèse, et puis ensuite de nous dire qu'est-ce qu'il a été dit sur les 10 divers petits billets qui ont été postés sur Striptoon, et puis ensuite je demanderai à chacun de nos invités de faire un petit mot de conclusion. Voilà. Stéphane, merci. Je te passe la parole. Ok, merci Sandrine. Merci bonsoir d'avoir à tous. patienté. Bonsoir à tous. Je crois qu'on est tous d'accord qu'on est face à une incroyable et complexe tension à régler qui est autour de la défiance. Donc cette perte de confiance, en fait, on le voit, elle s'exprime d'autant plus qu'on est un acteur important, gros, souvent lointain et désincarné. À l'origine de cette défiance, pour moi, il y a 3 éléments qui sont importants d'avoir en tête. D'abord, c'est la perte de lien progressif qu'on a eu avec l'amont agricole. Autour de la connaissance, autour des saisons, des métiers, des contraintes de production. On s'en est éloigné par, je dirais, effet démographique. Et du coup, on sait que souvent, par méconnaissance, on peut aussi en arriver à fantasmer un petit peu la réalité. La deuxième raison, c'est l'accès quasi illimité à l'information dont on a parlé via différentes sources, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut soi-même challenger contrer, discuter les informations officielles qu'on nous présente. Et puis la dernière chose, c'est le traumatisme des consommateurs qui, face à des scandales, des tromperies, ont été durablement marqués. Donc l'enjeu pour y répondre, effectivement, c'est la création de liens. Et je pense que c'est véritablement le sujet qu'on a abordé, avec cet amont nourricier qui soit à la fois l'agriculture ou l'industrie. Alors, la transparence, c'est effectivement, on en a beaucoup parlé grâce à des acteurs comme Fleury Michon qui ont ouvert la voie et popularisé, je dirais, ce type d'approche qui était effectivement un petit peu, à l'époque, innovante et révolutionnaire. On a vu fleurir des systèmes d'application, de notation, la blockchain dont parlait Emmanuel. Tout ça, effectivement, participe à ce premier effort qui est de rendre disponible l'information. Mais on ne doit pas s'arrêter là parce que, et ça beaucoup d'entre vous l'ont je pense, souligné, le consommateur, Marie-Cécile parlait d'aider les consommateurs les moins avertis, les moins experts. On est face à des sujets éminemment complexes, des sujets sur lesquels, en fait, on doit aussi prendre le temps d'expliquer au-delà de la transparence. Et
et pas penser que la transparence suffit en elle-même. Alors, ça prend du temps parce qu'il faut non seulement expliquer ce qu'il y a dans les produits, mais aussi d'où ils viennent, comment ils sont faits. Alexia en parlait, hein, c'était effectivement très intéressant, et aussi d'exprimer la complexité des choses, voire parfois même les limites ou les contreparties de nos propres revendications en termes de consommateurs. Par exemple, pour reprendre l'exemple du jambon, le fait d'être sans nitrite a des implications sur la praticité, la conservation ou l'esthétisme. Et ça, c'est des choses dont on sait que si on veut faire bouger les choses, ça va prendre du temps parce que on doit lutter contre des perceptions et tout ça va prendre du temps. On parlait aussi tout à l'heure dans le chat, j'ai vu humilité, je pense que c'est aussi ça. Il faut rénover les discours, ne pas que raconter des belles histoires, parce que le consommateur n'adhère plus. Il faut aussi, à un moment donné, aborder parfois cette difficulté auquel on est confronté pour transformer en fait notre alimentation. Donc, en cela, effectivement, c'est une responsabilité à la fois collective. On a parlé beaucoup des acteurs réunis autour de la table, mais aussi des consommateurs, parce qu'en tant que consommateur, on doit aussi y accorder, si on le veut bien entendu, mais en tout cas du temps. Tout ça, c'est aussi pas forcément immédiat. C'est un temps d'attention. Aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. C'est compliqué, effectivement, d'absorber tous ces discours d'experts. Donc, effectivement, ça prendra du temps. Donc, les sources sont multiples. On l'a vu, hein, il y a les applis, il y a les labels, mais bien entendu, les médias dans toute leur diversité. La communication des acteurs en direct, les agriculteurs aujourd'hui prennent en charge leur propre communication à travers des chaînes YouTube, etc. Et donc, il y a des initiatives projets. Je cite l'Open Agri-Food d'Orléans parce qu'ils font énormément de débats en mettant autour de la table des industriels, des agriculteurs, des citoyens pour aussi parler de ces sujets complexes. Et je pense que c'est finalement grâce à cette offre finalement assez large que le consommateur va pouvoir aussi faire son marché. Alors, pour terminer, effectivement, j'ai lancé sur Street Food un débat autour de faut-il s'en remettre aux applis pour mieux manger. J'ai convié un certain nombre de contributeurs, des gens d'application, des nutritionnistes, des industriels. Et ce qui en ressort, c'est assez simple. Les applications sont une véritable réponse pratique et simple pour décoder les étiquettes. Le consommateur est littéralement perdu et on comprend, je dirais, l'intérêt pour ces solutions-là. C'est aussi un levier pour faire progresser, on en a parlé avec Caroline Pêchery de ScanUp, les formulations en allant jusqu'à de la co-création, en l'occurrence par rapport à ScanUp. Et puis c'est aussi ce tiers de confiance. Emmanuel parlait beaucoup aussi de confiance. Alors après, il faut que les informations sont fiables. Ça, c'est aussi un véritable enjeu. Mais en tout cas, on voit bien que le consommateur aujourd'hui, il a besoin d'un tiers pour effectivement le rassurer. Les limites, je dirais, c'est le temps. Beaucoup de gens m'ont parlé malheureusement de ce rapport vertigineux au temps qui permet pas toujours de pouvoir scanner tout quand on rentre de faire de courses de façon systématique. Mais au-delà de ça, je pense que tout le monde était assez aligné pour dire que finalement, les critères pour évaluer ce qu'est un bon produit, le bien manger, la qualité, sont relativement nombreux. Alors le goût, hein, on en parle, parfois on l'oublie, la nutrition, le bio, la transformation, l'environnement, bien-être animal, l'origine, l'éthique sociale, etc. Et surtout, ces critères, on a appris qu'ils étaient relatifs. Ils sont relatifs aux fréquences de consommation des aliments, aux catégories, aux quantités consommées, et au final, ils sont relatifs à chacun d'entre nous parce qu'on a des critères qui sont éminemment différents. Donc du coup, en synthèse de ça, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une pondération absolue de ces critères pour en sortir une pseudo-vérité, mais aujourd'hui, il faut plutôt effectivement, et c'est ma synthèse, voir les choses de façon globale, parce que l'alimentation est effectivement globale. Donc pour conclure, moi, je suis extrêmement positif parce que je pense que ce mouvement-là est engagé, ça va dans le bon sens, ça participe même avec plein de défauts, il n'y a pas vraiment de vérité dans
souvent dans tous les échanges, mais en tout cas, ça participe à ce mouvement de prendre conscience, de mettre le consommateur en mouvement, et ça, moi, je m'en réjouis. La deuxième chose, c'est que je pense que il y a un potentiel plus fort sur les approches qui vont délivrer les données brutes sans forcément les pondérer et qui vont permettre aux consommateurs de se les personnaliser, c'est-à-dire de véritablement pouvoir se dire, moi, mes critères par rapport à mes critères, voilà comment demain je peux juger mon mode d'alimentation. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose, en tout cas, qui ressortait des débats comme étant plutôt faisant sens. Et enfin, les outils, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut, c'est une bonne chose pour favoriser cette prise de conscience, pour sensibiliser. On est dans le bon chemin vers une meilleure alimentation, mais ça doit pas aussi oublier. On ne doit pas oublier de se confronter aussi à nos propres expériences, notre propre jugement, notre sens critique, de croiser les sources d'informations. Et puis surtout, et moi j'aime bien cette idée, c'est de refaire le lien direct avec les hommes, quoi. Et je pense que ça, à un moment donné, Eric Colli en parlait avec les producteurs qui étaient hyper fiers d'ouvrir les élevages. Enfin, à un moment donné, je pense que moi, c'est ma conclusion, mais je pense qu'il faut effectivement que tout ça puisse permettre de rapprocher les hommes et qu'on prenne le temps effectivement de mieux comprendre tout ça, parce que c'est compliqué. Voilà. Merci Stéphane. Alors, moi, pour conclure, je vais prendre une question de Philippe qui, à mon avis, va faire répondre tout le monde. Philippe Legrand, bonsoir. Alors, bravo aux intervenants pour le sérieux des démarches, de transparence et pour leur optimisme. Mais que faire contre l'idéologie anti-industrielle? Bien souvent même, la parole scientifique qui ne vaut rien n'est pas considérée, voire dénigrée par ces minorités actives médiatiquement. Et vos syndicats professionnels et filières, Veritas peut-elle auditer les ONG et à quand la transparence de leur financement? Alors, Emmanuel, je te passe la parole. Ensuite, Marie-Cécile, Caroline, Eric, Alexia, puis on se quittera à 20h comme d'habitude. Et Nathalie, on se quittera en 20h comme d'habitude. Emmanuel, sur cette question. Alors d'abord, Veritas audite, qui veut bien se faire auditer quand on est sur des labels et des vérifications volontaires? Moi, je dirais, alors on n'a pas cité de chiffres, mais en fait, je crois que toutes les enquêtes le prouvent, la majorité des consommateurs ont encore de la défiance pour les produits alimentaires. Donc ça montre qu'on a encore du travail à faire collectivement pour augmenter ce degré de confiance. Et la confiance, en fait, ça ne se décrète pas. Il faut des preuves de confiance. Plusieurs l'ont dit ici, et c'est comme ça que demain, on gagnera vis-à-vis des consommateurs. Les preuves de confiance plutôt que de décréter et de trépigner « faites-moi confiance ». Marie-Cécile. Oui, moi, ce que je retiens, c'est de toute cette discussion, c'est effectivement, c'est l'humain. L'idée, même si on utilise des technologies hyper puissantes, des outils d'un bout à l'autre de la chaîne, l'idée, c'est de recréer du lien, en fait, entre chacun des maillons et, en fait, de l'expérience humaine. C'est du vécu. On a envie de goûter, des bons produits, on a envie d'expérimenter, de vivre quelque chose en visitant une usine, en visitant une ferme. L'idée, c'est de créer des liens humains, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va recréer de la confiance. À partir du moment où les gens se parlent, où ils se connaissent, du coup, la confiance, elle va pouvoir revenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, en fait. Et ça, c'est très positif. Merci Marie-Cécile, en tout cas d'être venue. Caroline, le mot de la fin. Pardon, j'ai coupé mon micro. Oui, moi, ce que je retiens du coup des différents échanges qu'on a pu avoir, c'est que voilà, l'idée, c'est d'essayer de réintégrer le consommateur un peu dans ses réflexions et de se dire comment je vais lui apporter l'information la plus tangible, la plus fiable possible. Est-ce que c'est en digitalisant mon information produit au travers des différents outils qui existent? Est-ce que c'est en l'intégrant à mes réflexions sur des projets d'innovation? C'est vraiment créer du lien et un dialogue avec le consommateur. Je pense que ça a été dit et que maintenant c'est assez clair. Caroline, avant de te quitter, est-ce que tu nous autorises à laisser ta présentation, à envoyer ta présentation si on nous la demande? Oui. Super, merci. Emmanuel, on nous a posé la question aussi te concernant. Okay. Tu m'en voudras pas, Eric, je passe d'abord la parole à Alexia. Honneur aux dames, et puis on terminera avec toi. Alexia, alors? Ah, micro. Ouais.
Voilà. Moi, je pense que dans tout ça, et finalement dans tous les problèmes qu'on a pu avoir peut-être avec l'industrie agroalimentaire, c'est qu'effectivement, on s'est confronté à des sociétés qui, au fur et à mesure du temps, ont cherché qu'une seule chose, c'était à maximiser les bidas et puis à réduire les coûts. Et que dans la majorité des cas, les produits ont souvent été très bien conçus au départ, et c'est au fil du temps qu'ils se sont dégradés. Donc, moi, je pense que quand Stéphane ou Marie-Cécile parlent d'humain, bah, finalement, c'est la même chose pour nos sociétés, savoir qui y a derrière la société, ce que fait cette personne, ce que sont les gens, d'où viennent les pommes. Et du coup, ça boucle aussi avec la blockchain, la transparence, etc. Bah, finalement, à la fin, c'est une forme de construction de confiance. Si vous savez qui est derrière le produit que vous avez fait, qui l'a mis en bouteille, du coup, je pense que le consommateur, il s'assimilera beaucoup plus à une société qui va être capable de lui donner quasiment de A à Z le nom des gens qui sont intervenus sur son produit, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout ça, bah, c'est aussi pour ça qu'il y a l'engouement du local, parce que le consommateur, il a besoin de savoir qui fait les pommes, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que il faut insister sur la transparence, il faut insister sur le local, savoir nous, en tant que dirigeants d'entreprises agroalimentaires, alors moi peut-être vous allez me dire c'est plus facile, je suis toute petite, mais moi je connais beaucoup de dirigeants d'industries agroalimentaires qui n'ont jamais foutu les pieds dans leurs usines. Donc ça, ce serait peut-être la première chose à faire, envoyer les marketeurs dans les usines. Bah ouais, mais en fait c'est essentiel. Envoyer les marketeurs et en fait, si vous n'êtes pas capable d'envoyer vos propres salariés dans vos usines, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Voilà, donc je pense que c'est déjà au niveau de nos sociétés, à l'intérieur de nos sociétés, on a déjà pas mal de boulot à faire. Et puis le dernier point que j'ai envie de dire, c'est que la grande distribution fait un super beau boulot. Moi, je pense que ça reste quand même, il y a quand même trop peu de produits dans les rayons qui sont, même si ça s'améliore, hein, mais il y a encore trop peu de produits dans les rayons qui sont, entre guillemets, des bons produits. Parce que je suis toujours très étonnée, j'ai fait 2 rapports d'étonnement sur LinkedIn entre ce que les Français déclarent vouloir en termes d'alimentation. Donc 79% déclarent que le deuxième critère de choix, c'est la santé. Et si vous regardez le top 10 des produits qui ont gagné l'année dernière, bah, ce sont que des glaces grasses et sucrées. Donc là, il y a quand même un vrai souci. Et ce souci, il faut arriver faut arriver à craquer ce problème de j'ai envie de quelque chose, j'ai des besoins. Et en regard de ça, qu'est-ce que nous, tous les acteurs, on va leur apporter pour pouvoir qu'ils choisissent de façon éclairée, en fait, qu'ils fassent un choix éclairé. Et la distribution, je pense, a encore un peu de place à donner dans ces rayons aux marques un peu plus vertueuses, entre guillemets. Merci Alexia. Eric, je suis ravie de terminer avec un cochon. Moi, je fais partie des ambassadeurs. En fin de compte, j'étais tellement ravie de rencontrer le chef, parce qu'il faut le dire quand même si Eric n'est plus chez Fleury, du chef qui fait les repas des équipes du Tour de France. Je ne savais pas que Fleury Michon s'occupait de ça. Et en fin de compte, on a appris plein de choses. Et en fin de compte, je pense que ça a même changé mon regard sur la marque. Donc, alors que je connais le truc, voilà. Et je pense que la transparence alimentaire, merci en tout cas de l'avoir initié, Eric. Et je te laisserai le mot de la fin. Après, je dirai le mot de la fin à Nathalie, mais je te laisserai le mot de la fin sur ce sujet. Merci pour ce mot de la fin et ces remerciements. Moi, à travers nos propos et puis aussi mon parcours, je noterai que, premier point, les résultats sont à 2 niveaux. On a beaucoup parlé d'incarnation et pour moi, ces démarches-là, ça incarne la marque et l'entreprise qui a derrière la marque. Et du coup, souvent, les marques sont souvent éthérées, froides, c'est des packaging dans les rayonnages. Elles ont besoin d'être incarnées et ces démarches-là ont vocation à incarner.
Le deuxième cliquet, c'est que ça déclenche une fierté et une mobilisation en interne de dingue. On en a parlé ce soir, il y a différents exemples qui le prouvent. Donc du coup, ça crée aussi une émulation interne, une fierté. Deuxième point, c'est qu'il faut accepter de passer par un tiers de confiance, que ce soit des applications, que ce soit des forums d'avis sur Internet, que ce soit des journalistes ou des associations. Il faut accepter le fait que aujourd'hui, les marques doivent passer par des tiers de confiance. Troisième point, c'est que il ne faut pas rentrer dans une logique de communication, mais dans une logique de crédibilité. Et on rejoint les propos qui ont été tenus, je crois, entre autres par Stéphane, mais par d'autres. Il faut dire ce que l'on fait, il faut avouer ses difficultés et donner le chemin qu'on est en train de parcourir, donner des jalons, des dates, des chiffres, donner des rendez-vous, parce que personne n'est parfait. Déjà, rien de dire ça, c'est avouer quelque chose. C'est une logique d'honnêteté et d'humilité. Et donner la perspective du chemin sur lequel on se met. Et dernier point, je termine là-dessus, c'est que ces logiques-là de transparence et d'ouverture, bien sûr, elles concernent les marques commerciales et les produits, parce que c'est le fer de lance, mais elles doivent concerner toute l'entreprise, c'est-à-dire la marque employeur. Aller aujourd'hui dire à un jeune diplômé de rentrer dans une boîte les yeux fermés sans savoir ce qu'elle fait sur le climat, sur la biodiversité, sur la qualité de vie au travail, bonjour. Et la marque institutionnelle, et je clôturerai là-dessus, c'est quelle est l'utilité d'une entreprise dans la société aujourd'hui. Donc on en revient à des notions de RSE, on en a parlé au début, de raison d'être, d'entreprise à mission. Quelle est l'utilité sociale d'une entreprise aujourd'hui? Si elle est utile à la société, elle restera, elle va perdurer. Si elle n'est pas utile, ça va être vite vu. Merci Eric. Alors Eric, il est sympa parce qu'en fin de compte, Nathalie, il nous a dévoilé déjà le sujet du mois prochain. Le mois prochain, on aura un sujet un petit peu marketing, mais quand même beaucoup food. On va parler d'expérience client dans le food. On aura le plaisir d'accueillir entre autres Philippe, qui est déjà venu plusieurs fois sur notre plateau. Nathalie, je te laisse conclure sur les prochains rendez-vous, les choses à voir. Enfin voilà, l'agenda. Voilà. Aussi, moi, la conclusion là sur la transparence et la reconfiance du consommateur, moi je dirais un seul mot, c'est connaissance. Connaissance, parce que tu l'as dit Alexia, et on l'a vérifié avec Sandrine, par exemple, ne serait-ce que sur la nutrition, c'est-à-dire que les équipes marketing apposent des Nutri-Score qu'elles ne savent pas calculer. On ne connaît pas le process dans les usines. Moi, j'ai travaillé aussi longtemps dans l'industrie laitière et j'étais une des seules à aller dans l'usine voir comment est-ce qu'on mettait le lait dans les briques. Et donc, comprendre quand même un certain nombre de choses. Donc, la connaissance. Donc, ça, je pense qu'il y a une vraie pédagogie à mettre en place. À quel moment on parle de ça aux enfants ou même après aux consommateurs? Et donc, ce sera l'objet non pas du webinaire suivant, mais du 3e en avril, qu'on fera, je pense, également en collaboration avec Stéphane. C'est comment on met en place cette pédagogie, à quel moment on apprend les choses. Et comme vous le disiez, c'est de pas à pas, c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure expliquer les difficultés, faire comprendre en fait comment on crée un produit, comment on fait son emballage, comment on le met à disposition, quelles sont les contraintes de chacun des maillons, parce qu'aujourd'hui on est quand même bien content d'avoir tous ces produits à dispo dans une grande surface avec des LC très longues, mais ça a engendré un certain nombre d'autres contraintes. Donc voilà, donc moi je conclurai sur tous ensemble, je pense qu'on peut participer à une meilleure connaissance et pour également répondre à Philippe qui nous a posé la question de est-ce qu'on peut auditer les ONG? Et ben cet esprit critique qu'on enseigne aux enfants, par exemple, moi je voyais, il y a des enseignements sur comment savoir si c'est une fake news sur les réseaux sociaux. Et moi, je vois que mon fils, qui avait 12 ans, savait me dire si cette photo-là, c'était un fake ou pas, parce qu'il avait appris qu'il fallait regarder sur tel site pour regarder si c'était une photo qui avait été prise au moment ou si c'était une vieille photo. Et ben de la même façon, on va apprendre aux enfants à décrypter. On va apprendre à savoir comment finalement on regarde une liste d'ingrédients et comment on met ces produits-là pour faire une alimentation équilibrée et goûteuse. Et donc là, moi, j'ai super faim, donc je vais vous dire bon appétit. Oui, ouais. Et puis le goût, la pédagogie et le goût. Écoutez, voilà, je goût, parce que quand même, ça faisait longtemps pour certains, Emmanuel, je souhaitais partager un plateau avec toi. Voilà, j'ai été exaucée. Et donc le prochain, expérience client, et le suivant, pédagogie.
Là, on va le construire ensemble. Peut-être que Stéphane pourra commencer également de la même façon par des contributions sur lesquelles on pourra nous nourrir et aller chercher les bons intervenants. Ça ne se fera pas une seule fois, mais je pense qu'on va tous participer à améliorer la connaissance et donc la reconfiance du consommateur. Merci à tous. C'est Marie-Pierre qui nous accompagnera sur ce webinaire de Elles sont food. Voilà. Merci à tous, bonne soirée. Et puis dès demain sur les réseaux sociaux, le replay. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir.